Le Japon féodal, là où l'honneur se payait au prix du sang. Il l'appelait l'honneur. Mais derrière ce mot se cachait un système si impitoyable qu'il brisait les hommes avant midi. Imaginez un monde où votre naissance détermine chaque souffle que vous prendrez, où un regard mal placé peut vous coûter la vie, où la beauté des cerisiers en fleurs masque une violence codifiée, ritualisée, acceptée. Le Japon féodal n'était pas ce conte poétique que l'on vous a raconté. C'était une machine sociale qui broyait l'individualité, écrasait la liberté et transformait l'existence en une longue cérémonie de soumission. Samouraïs, paysans, femmes, marchands, tous prisonniers d'une hiérarchie aussi rigide que les lames de leur katana. Ce matin-là, vous vous réveillez. Mais votre destin a été scellé 6 générations avant vous. Vous ne choisissez pas votre vie. Elle vous attend, inflexible, comme une sentence gravée dans la pierre. Si ces récits oubliés de sociétés rigides vous fascinent, abonnez-vous à Historicus pour découvrir d'autres chapitres effacés de l'histoire. Revenons maintenant dans ce Japon où respirer librement était un luxe que personne ne pouvait se permettre. La prison invisible des classes. Dans le Japon féodal, la mobilité sociale n'existait pas. Ce n'était pas découragé. Ce n'était pas difficile. C'était impossible. Vous naissiez samouraï, paysan, artisan ou marchand. Et cette étiquette collait à votre peau jusqu'à la tombe. Tenter d'en changer ne relevait pas de l'ambition. C'était un crime puni de mort. Les samouraïs portaient 2 sabres et l'illusion du pouvoir. Ils servaient leur seigneur avec une dévotion absolue, s'entraînaient sans relâche à des arts qu'ils ne maîtriseraient jamais parfaitement et vivaient sous la menace permanente du seppuku, ce suicide rituel qui transformait l'échec en spectacle public. Déshonorer son maître, lever la voix au mauvais moment, perdre un duel, autant de raisons de s'ouvrir le ventre avec une lame courte pendant qu'un témoin vous décapitait. L'honneur n'était pas une vertu, c'était une corde au cou. Les paysans constituaient l'épine dorsale de l'économie. Ils labouraient, plantaient, récoltaient, puis ils versaient la quasi-totalité de leur récolte en impôts. Le riz qu'ils cultivaient nourrissait les samouraïs. Eux se contentaient des restes quand il y en avait. Garder un peu de grain pour survivre à l'hiver pouvait être qualifié de trahison. Les têtes tombaient souvent, et elles ne tombaient pas pour des crimes de passion ou de violence. Elles tombaient pour avoir eu faim. Les marchands gagnaient de l'argent, certes, mais dans cette société obsédée par la production physique, leur prospérité était vue comme moralement suspecte. Ils étaient riches, méprisés et placés au bas de l'échelle sociale. Trop habiles pour être respectés, trop utiles pour être éliminés. Et puis, il y avait les États, les intouchables. Bouchers, bourreaux, tanneurs. Ils manipulaient la mort, travaillaient le cuir, enterraient les cadavres. La société en avait besoin. Mais elle faisait comme s'ils n'existaient pas. Des fantômes avec des métiers. Nécessaires, mais invisibles. Même au sein des classes, les nuances s'affinaient en torture. Une femme samouraï apprenait la calligraphie, la cérémonie du thé, l'art de se taire. Son rôle, donner naissance à des fils, servir en silence et surtout ne jamais tomber amoureuse. Les femmes paysannes n'avaient même pas cette illusion de raffinement. Elles travaillaient la terre, courbées sous le poids des récoltes et des grossesses répétées. Naître dans ce système, c'était recevoir un costume et un texte. Et on vous forçait à jouer le rôle jusqu'à la fin, sans improvisation, sans évasion, sans espoir. L'hygiène, une religion glacée. Le Japon féodal était obsédé par la propreté. Mais cette obsession n'avait rien de confortable. Chaque matin, vous vous laviez à l'eau glacée, puisée dans un puits ou un ruisseau. Pas de chauffage, pas de compromis. Vous vous aspergez le visage et les bras en tremblant, comme si vos ancêtres vous punissaient pour avoir des pores. Le savon existait,
mais uniquement pour les riches. Et même alors, il était fabriqué à base de cendres ou de sonderie, avec une odeur que seul un moine aurait pu considérer comme acceptable. Dans les zones rurales, le bain public devenait le centre de l'hygiène collective, une pièce chauffée au bois, remplie de villageois. Vous vous baignez à côté de vos voisins, de votre patron, de vos futurs beaux-parents, complètement nus, en silence, en faisant semblant que ce n'était pas gênant. La règle était stricte. On se frottait d'abord, puis on se plongeait dans l'eau commune. Souiller l'eau du bain équivalait à un suicide social. Si vous n'aviez pas accès à un bain public, vous vous laviez comme vous le pouviez. Vous nettoyiez vos dents avec du sel ou une brindille. Vos ongles devaient rester impeccables. Vos vêtements étaient régulièrement aérés. Pas par souci esthétique, par peur de la honte. Pour un samouraï, la propreté relevait de la survie politique. Votre seigneur pouvait vous inspecter à tout moment. Des ongles sales, déshonneur, une robe froissée, manque de respect, une odeur corporelle trop marquée pendant une révérence. Vous pourriez ne plus vous relever. Les femmes étaient censées sentir la fleur de cerisier et la discipline. Leurs bains étaient ritualisés, leurs soins de la peau pratiqués avec une précision militaire. Leur coiffure complexe prenait des heures à réaliser. Tout cela pour travailler dans les champs de riz avec dignité. Oui, le Japon féodal était propre, très propre. Mais cela venait avec un prix, de l'eau glacée, des rituels interminables et la conscience écrasante que quelqu'un, quelque part, jugeait l'hygiène de vos pieds. Être samouraï, l'élégance de la terreur. Être samouraï dans le Japon féodal ne signifiait pas brandir un katana en criant pour l'honneur. Cela signifiait ne jamais, jamais commettre d'erreur. Votre vie entière était régie par le Bushido, la voie du guerrier. Un code de conduite si strict que même vos ancêtres étaient nerveux. Vous ne viviez pas pour vous-même. Vous viviez pour votre daimyo, votre seigneur. Sa parole était loi. Ses humeurs dictaient votre journée. Et votre mission était de le servir avec une loyauté si absolue que vous préféreriez mourir atrocement plutôt que de le décevoir modérément. Aucune pression, désobéissance, déshonneur, échec, déshonneur. Hausser la voix de manière inappropriée, déshonneur. Regarder la mauvaise personne de travers pendant une cérémonie du thé. Devinez quoi? Déshonneur. Et le déshonneur ne se dissipait pas. On s'attendait à ce que vous expiiez, généralement avec vos propres intestins. Ce n'était pas une métaphore, c'était le seppuku, le suicide rituel attendu des samouraïs disgraciés. Vous vous agenouillez, sortez une lame courte et arrêtons-nous là. Vous saisissez l'idée. Ce n'était pas rare. C'était respecté, même célébré comme un moyen de préserver la dignité. Échouez suffisamment gravement, et votre seigneur pourrait vous remettre une lame courte et une pièce silencieuse en disant « Vous savez quoi faire ». En plus de cela, les samouraïs devaient s'entraîner constamment. Maniement du sabre, tir à l'arc, équitation, stratégie, calligraphie, poésie. Le tout en maintenant une posture parfaite et l'expression d'un homme qui n'a jamais connu la joie, seulement un profond sentiment d'obligation. Rire trop fort, vulgaire, montrer de la peur, faiblesse, s'émouvoir, honteux. Vos vêtements devaient être précis, votre sabre impeccable et votre conduite si honorable qu'elle mettait les autres mal à l'aise. Et si jamais vous dégainez votre sabre avec colère sans raison, insultez un supérieur ou perdez un duel, vous ne perdez pas simplement. Vous perdez tout. Être samouraï ne concernait pas la gloire. Il s'agissait de discipline, de silence et de survivre chaque jour sans cligner des yeux au mauvais moment. Vous aviez l'air bien dans votre armure, certes, mais vous étiez à un mouvement de sourcil d'une catastrophe existentielle. Être paysan, l'esclavage légal du riz. Vous n'êtes pas né samouraï.
Pas de sabre, pas de poésie, aucune chance d'éventration rituelle dramatique. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, vous êtes un paysan, ce qui signifie que votre existence entière est une combinaison de terre, de sueur, de douleur dorsale et de livraison de riz mandatée par le gouvernement. Vous vous réveillez avec le soleil, pas parce que vous êtes en communion avec la nature, mais parce que l'impôt foncier ne se paie pas tout seul. Et aussi parce que votre hutte de chaume n'a ni porte, ni fenêtre, et que la chèvre de quelqu'un vient de traverser votre paillasse. Le petit déjeuner, si vous avez de la chance, un bol de bouillie de riz et un accompagnement de quelque chose mariné de la semaine dernière. Si vous n'avez pas de chance, faites semblant de ne pas avoir faim avec un peu d'eau de rivière. Puis direction les rizières, qui semblent paisibles dans les documentaires de voyage, mais qui sont en réalité des fosses de boue, conçues pour briser votre âme lentement sur 12 heures. Vous plantez, vous désherbez, vous priez pour qu'un raid de bandits n'arrive pas aujourd'hui. Et quand le soleil se couche, vous boitez jusqu'à chez vous pour découvrir que l'un de vos bœufs a disparu et que le chef du village aimerait vous parler de votre pénurie de céréales. Les impôts sont impitoyables. Vous ne recevez pas de salaire en pièces, vous les payez avec du riz. Votre famille mange ce qui reste, ce qui n'est pas grand-chose, surtout si la récolte a été mauvaise ou si le neveu de votre seigneur a accidentellement traversé votre parcelle à cheval pendant un exercice militaire. Vous voulez vous plaindre? C'est adorable. Vous ne pouvez pas. Répliquer vous fait fouetter, exiler ou promouvoir au rang de cadavre. Si vous avez vraiment de la chance, vous pourriez devenir un ancien du village, ce qui signifie que les gens ne vous écoutent toujours pas. Mais maintenant, ils demandent votre avis juste avant de l'ignorer. Et rappelez-vous, vous n'êtes légalement pas autorisé à quitter votre village sans permission. Vous êtes en effet un prisonnier à base de riz avec une pourriture de chevilles saisonnières. Les festivals existent. Vous vous enivrez avec du saké faible, dansez en cercle et essayez de ne pas penser au fait que la saison des plantations recommence dans 4 jours. Vous êtes donc le fondement de l'économie, la raison pour laquelle les samouraïs mangent et la personne que tout le monde oublie qui existe. Et non, vous n'avez pas de jour de congé. Parce que le Japon féodal croit au travail acharné, à la souffrance générationnelle et au maintien des attentes extrêmement bas. Si ces récits de vie oubliés et de systèmes qui broient l'individu vous captivent, n'oubliez pas de vous abonner à Historicus. Nous déterrons pour vous les réalités cachées derrière les pages lisses de l'histoire. Continuons notre immersion dans ce monde où chaque geste était compté. Les repas, survivre aux riz éternels. Vous avez faim, bien sûr que vous l'êtes. Vous labourez, plantez, transpirez et mourrez poliment depuis le lever du soleil. Il est temps de manger. Mais dans le Japon féodal, les repas ne concernent pas l'indulgence. Ils concernent la survie, la simplicité et ne pas s'étouffer avec une arête de poisson devant vos beaux-parents. Si vous êtes paysan, votre alimentation est du riz. Du riz au petit déjeuner, du riz au déjeuner, du riz au dîner. Si vous avez de la chance, c'est du vrai riz. Sinon, c'est de l'orge qui prétend être du riz. Vous pourriez obtenir un navet ou deux. Quelques radis marinés si les dieux sont de bonne humeur. De la viande. C'est pour le daimyo. Ou pour ce poulet qui vous a regardé bizarrement et a mystérieusement disparu. Du poisson parfois. Mais c'est séché, salé et suffisamment tranchant pour limer vos dents. De la soupe, généralement du miso, si vous pouvez appeler de l'eau salée chaude avec 2 feuilles flottantes, une soupe. C'est savoureux, oui, de la même manière que l'eau de mer est hydratante. Maintenant, si vous êtes samouraï, vous obtenez une meilleure nourriture. Mais vous mangez aussi en dernier, après votre seigneur, ses invités, et toute personne qu'il souhaite impressionner. Cela signifie du riz froid, de la soupe froide, et la joie éternelle de regarder les autres manger
tout en prétendant être profondément honoré d'attendre. Tout est également saisonnier. Pas parce que c'est tendance, mais parce qu'il n'y a pas de réfrigération, pas de chaîne d'approvisionnement mondiale, et si vous ne le récoltez pas vous-même, cela n'existe probablement pas. Alors quand c'est l'hiver, c'est juste la façon dont la nature suggère le jeûne, et que le ciel vous aide si vous contractez une intoxication alimentaire. Les soins médicaux sont optimistes. Le remède local consiste à s'allonger et penser à vos ancêtres. Vous vous rétablirez ou deviendrez l'un d'entre eux. Le vol de nourriture est un crime grave. Volez un bol de riz et vous n'obtiendrez pas une tape sur le poignet. Vous obtenez une démonstration publique de pourquoi nous ne touchons pas au radis du daimyo. Le thé existe, mais pas comme vous l'imaginez. La cérémonie du thé est une performance complexe qui concerne davantage la posture, l'étiquette et l'humilité existentielle que l'étanchement réel de la soif. Les repas sont donc sacrés, calmes et respectueux. Mais surtout, ils sont fades, petits et contiennent au moins un élément mystérieux croquant. Et non, vous ne pouvez pas vous plaindre. Pas à moins que vous ne vouliez que votre prochain repas soit servi par le nez. La mode. Un uniforme de caste. Dans le Japon féodal, la mode ne concerne pas l'expression de soi. Il s'agit de s'assurer que tout le monde sait exactement à quel point vous êtes en dessous d'eux, rien qu'en regardant vos manches. Vos vêtements ne reflètent pas votre personnalité. Ils reflètent votre position, votre but, et si vous êtes légalement autorisé à porter un sabre sans vous faire plaquer par un samouraï. Commençons par le haut. Les samouraïs portent des couches de robes en soie, parfois blindées, toujours dignes. Leurs tenues sont soigneusement arrangées pour signaler le statut et la préparation. Les couleurs, bleu profond, brun terreux et la touche occasionnelle de rouge sang. Élégant, inquiétant et impliquant presque toujours, j'ai tué un homme pour moins qu'un faux pas vestimentaire. Et bien sûr, les sabres. Le daisho d'un samouraï, l'ensemble apparié de sabres longs et courts, est plus qu'un ensemble d'armes. C'est un badge d'autorité ambulant. En dégainer un en public est un dernier recours. Les porter incorrectement est une première étape vers une correction publique avec une netteté extrême. Les paysans portent du coton et de l'humilité. Le brun, le gris et le beige dominent votre garde-robe. Ce n'est pas parce qu'ils sont minimalistes, c'est parce que le tissu teint coûte de l'argent et que vous êtes trop occupé à survivre pour vous soucier de coordonner les teintes. Votre tenue dit « Oui, je travaille dans la boue. Non, je n'ai pas choisi ce style de vie. Oui, ce sont mes seules sandales. Les marchands portent des matériaux plus fins. Ils ont de l'argent après tout. Mais ils sont toujours socialement classés en dessous des samouraïs et des paysans, alors ils gardent cela atténué. Riches, mais pas trop riches. De la soie, oui, mais sobre. Les familles de marchands riches sont expertes pour avoir l'air juste assez respectable pour ne pas être remarqués par un samouraï ennuyé en patrouille. Les artisans s'habillent proprement mais modestement. Leurs vêtements sont durables, pratiques et surtout discrets. Attirer l'attention sur soi est considéré comme un défaut de personnalité. Et puis, il y a les femmes qui doivent trouver un équilibre délicat entre grâce, obéissance et porter 12 couches de symbolisme pliées. Les coiffures sont codées. Les motifs de kimono sont saisonniers. Et si vous portez une couleur destinée à un festival différent, félicitations. Vous venez de déshonorer toute votre maison et avez peut-être déclenché une guerre de chuchotement dans le quartier. En bref, ce que vous portez ne concerne pas seulement les vêtements. Il s'agit de rang, de rituels et de survivre au jugement quotidien du ciel et de votre belle-mère. L'amour, une quête secondaire, impossible. Vous imaginez des promenades au clair de lune, sous les cerisiers en fleurs, de la poésie chuchotée sous des lanternes en papier, peut-être un baiser dramatique entre un samouraï
Et une princesse interdite? Oui. Non. Dans le Japon féodal, l'amour est une quête secondaire, et ce n'est pas une que vous êtes susceptible de terminer. Le mariage ne concerne pas les sentiments. Il s'agit d'alliances, de statuts, d'impôts sur le riz et de ne pas embarrasser vos ancêtres. Si vous êtes paysan, votre mariage est arrangé par vos parents et peut-être par l'ancien du village. La compatibilité romantique n'est pas discutée. Des jambes robustes et des dents saines sont considérées comme plus importantes. Si vous venez d'une famille de samouraïs, les enjeux sont encore plus élevés. Les mariages sont des outils politiques. Votre partenaire est choisi pour solidifier une alliance de clans, sécuriser des terres ou rembourser une rancune avec un joli kimono. L'objectif n'est pas le bonheur, c'est la stabilité. Idéalement, une qui ne s'effondre pas pendant la saison des récoltes. Des lettres d'amour, peut-être, mais seulement si elles sont écrites en calligraphie parfaite, en utilisant les métaphores saisonnières appropriées et transmises discrètement par une servante qui en sait définitivement trop. Les femmes, bien sûr, ont encore moins leur mot à dire. Une fille de samouraï peut être mariée à 15 ans, obligée de maîtriser la calligraphie, l'étiquette, la couture et l'art subtil de ne jamais exprimer sa déception à voix haute. Son travail consiste à donner naissance à des fils, à servir du thé et à ne jamais tomber amoureuse du professeur de flûte. L'amour romantique réel, le genre avec des regards volés et des déclarations passionnées, est le domaine des poètes, des pièces de théâtre et des histoires de fantômes tragiques. Si vous voulez vivre l'amour dans le Japon féodal, vous devrez regarder un drame no sur deux amants maudits qui se transforment en brume. Et si vous essayez de sortir de votre structure relationnelle assignée, bonne chance. L'adultère peut conduire à l'exil, à la disgrâce ou à la mort par désapprobation liée au sabre. La punition pourrait être exécutée par votre conjoint, votre seigneur ou vos beaux-parents, celui qui arrive en premier. Même pour les samouraïs, prendre une concubine était courant. Mais cela ne facilitait pas les choses. Cela ajoutait simplement plus de personnes à décevoir silencieusement. Alors oui, les gens tombaient amoureux secrètement, douloureusement, occasionnellement avec la mauvaise personne, et toujours au pire moment possible. Parce que dans le Japon féodal, l'amour n'était pas interdit. Il était juste dangereusement inconvenant. La mort, votre colocataire permanent. Dans le Japon féodal, la mort n'est pas un concept distant. C'est votre voisin, votre collègue, votre colocataire qui ne paie jamais de loyer, mais qui est toujours là. Vous ne planifiez pas votre retraite, vous planifiez votre sortie, parce que la mort n'est pas une tragédie ici, elle fait partie du scénario. Commençons par les samouraïs. Ces guerriers honorables se promènent avec 2 sabres et un plan de mort personnel. S'ils perdent une bataille, seppuku. Insultent leur honneur, seppuku. Renversent du saké sur la robe du daimyo, seppuku avec musique de fond dramatique. Et ce n'est pas privé. C'est public, cérémoniel et exécuté avec la même précision qu'une cérémonie du thé, mais avec beaucoup plus de saignements internes. Mais ne pensez pas que les paysans ont une vie plus longue. Si vous êtes agriculteur et que la récolte de riz échoue, vous mourrez de faim. Si votre village ne peut pas atteindre son quota d'impôts, votre tête pourrait être utilisée pour faire valoir un point très sévère. Sécheresse, peste, raid de bandits, choisissez votre saveur de mort subite. Et bonne chance pour combattre tout cela quand votre médicament le plus avancé est du thé chaud et une forte croyance dans l'optimisme à base de plantes. En parlant de bandits, ils sont réels, ils sont partout, et ils ne se soucient pas du fait que vous ayez passé toute l'année à cultiver ces radis. Les routes à l'extérieur des villes sont si dangereuses que les gens ne voyagent tout simplement pas, sauf en cas d'absolue nécessité. L'expression « peut-être que nous rendrons visite à votre cousin l'année prochaine »
signifie en réalité « j'aime être en vie ». Si vous êtes une femme, l'accouchement est un coup de dé. Des complications? Dommage. Les sages-femmes sont utiles, mais les options chirurgicales consistent principalement à prier plus fort et à faire bouillir une autre serviette. Si votre mari meurt dans la disgrâce, on pourrait s'attendre à ce que vous le suiviez. Pas émotionnellement, mais littéralement avec un poignard. Et n'oublions pas la nature elle-même. Tremblements de terre, inondations, tsunamis, famine. Le Japon est un artiste du désastre. Votre maison pourrait être emportée ou enterrée à tout moment. Et la seule police d'assurance est un toit bien attaché et une acceptation spirituelle profonde. Mais peut-être la partie la plus sombre. On s'attend à ce que vous acceptiez tout calmement. Se lamenter de peur ou combattre le destin est considéré comme indigne. Un vrai héros s'incline devant la mort, compose un poème et rencontre sa fin, comme si c'était juste un autre dîner gênant avec votre clan. Alors oui, le Japon féodal est magnifique, mais la mortalité fait partie du décor. Si ces plongées dans les mentalités et les systèmes sociaux du passé vous interrogent, vous pouvez découvrir bien d'autres civilisations oubliées sur Historicus. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces récits. Revenons à notre exploration de cette société où l'individu devait se fondre dans le moule. L'individualisme, un crime non écrit. Dans la vie moderne, on vous dit de suivre vos rêves, d'être votre propre personne et de vivre votre vérité. Dans le Japon féodal, votre vérité est tout ce que votre clan vous dit qu'elle est. L'individualisme n'est pas une vertu, c'est un signal d'alarme. Vous n'existez pas comme une étoile solitaire du destin, mais comme une très petite branche sur un arbre généalogique très important. Et votre travail consiste à empêcher cet arbre de prendre feu en raison d'un comportement embarrassant, comme exprimer des opinions ou tomber amoureux de la fille d'un marchand. Votre clan est tout. Votre identité, votre réputation, votre avenir. Tout découle de votre nom de famille. Vous faites partie d'un réseau d'obligations, d'honneurs et d'attentes si dense qu'il pourrait tout aussi bien être une feuille de calcul spirituel. Même les samouraïs, fiers guerriers honorables, ne se battent pas pour eux-mêmes. Ils se battent pour leur daimyo, leur maison, leurs ancêtres. Et s'ils meurent idéalement, c'est d'une manière qui fait que tout le monde au-dessus d'eux est fière allure. Parce que mourir avec honneur est une chose, mais mourir d'une manière qui embarrasse légèrement votre clan, c'est le genre de choses qui crée des cauchemars générationnels. Vos actions se reflètent sur votre père. Les actions de votre père se reflètent sur votre grand-père. Les actions de votre grand-père peuvent encore affecter la façon dont votre cousin est traité dans la province voisine. Ce n'est pas de la culpabilité par association, c'est la vie par association. Vous voulez ouvrir une boutique de nouilles parce que vous aimez cuisiner? C'est adorable. Malheureusement, votre clan élève des chevaux, vous brosserez donc des sabots jusqu'à nouvel ordre. Vous exprimez un intérêt pour la peinture? Excellent. Vous décorerez le temple que votre famille parraine avec des directives strictes dans un silence total. Et ne pensez même pas au scandale, une liaison mal chronométrée, un incident d'ivresse ou un poème public avec trop d'insolence. Et la honte frappe tout le monde. Vos frères et sœurs sont évités. Votre mère est mortifiée. Votre grand-oncle pourrait devoir s'éviscérer juste pour restaurer la bonne réputation de la famille. Vous n'êtes pas une personne. Vous êtes un représentant, une pièce d'échec et une responsabilité avec des jambes. Mais bon, si vous jouez bien votre rôle, vous inclinez au bon moment et épousez qui on vous dit, votre clan pourrait juste prononcer votre nom avec quelque chose qui ressemble à de la fierté. Et c'est la version japonaise féodale d'un badge de réussite personnelle. La nature, une beauté qui tue. Disons que vous avez survécu à la hiérarchie sociale, au duel de sabres, au système d'honneur et à l'impôt sur le riz. Félicitations. Maintenant, essayez de survivre à la météo.
Le Japon féodal est un chef-d'œuvre de beauté naturelle. Des montagnes enneigées, des forêts sereines, des cerisiers en fleurs, et un cauchemar absolu de chaos environnemental. Le paysage est magnifique, le climat veut votre mort. Commencez par les typhons, des tempêtes massives qui arrivent, comme des dieux en colère, apportant de la pluie, du vent et l'intégrité structurelle d'un mur en papier de riz. Les toits s'envolent, les routes disparaissent. Le riz que vous avez passé toute la saison à planter flotte doucement en aval. Ensuite, il y a les tremblements de terre. Soudains, violents et complètement imprévisibles. Il n'y a pas de sirène d'avertissement, pas de système d'alerte. Juste un faible grondement, un bref moment de confusion existentielle, puis votre maison est sur le côté. Si vous survivez aux secousses, vous devez encore vous inquiéter des incendies. Parce que tout est fait de bois, y compris vos mauvaises décisions. Les inondations sont courantes. Trop de pluie et les rivières gonflent. Votre village devient un bol de soupe boueux. Vos cultures se noient. Vos animaux s'éloignent. Votre propriétaire veut toujours des impôts, bien sûr, maintenant avec intérêt. Les sécheresses sont tout aussi cruelles. Des semaines de soleil impitoyable et pas de pluie laissent la terre craqueler et les rizières sèches comme l'humour d'un moine. Vous priez les dieux, vous faites des rituels. Vous commencez à regarder le puits de votre voisin avec une profonde suspicion. Et puis il y a l'hiver, pas un pays des merveilles enneigées, plutôt un froid qui transperce les eaux, des couvertures minces et des feux qui s'éteignent à minuit. Le chauffage n'est pas central, c'est une souffrance collective. Vous vous réchauffez les mains sur un bressoir en argile et espérez que les engelures ne sont pas à la mode cette année. Même les volcans se joignent occasionnellement à la fête. Le Japon fait partie de la ceinture de feu. Et oui, c'est aussi amusant que cela en a l'air. Les éruptions pourraient enterrer des régions entières dans la cendre, la lave ou la réalisation gênante que votre sanctuaire est maintenant un jardin de rocailles. Il n'y a pas d'agence fédérale de gestion des urgences, pas d'effort national de secours. Si votre maison s'effondre, vous la reconstruisez. Si votre nourriture se gâte, vous avez faim. Et si le domaine de votre seigneur est également affecté, eh bien, vous devez toujours des impôts. La catastrophe, après tout, n'est pas une excuse. Dans le Japon féodal, la nature n'est pas un élément d'arrière-plan. C'est un rappel omniprésent que même les dieux pourraient avoir une mauvaise journée. La hiérarchie du pouvoir, toujours un maître. Dans le Japon féodal, le pouvoir coule vers le bas. Et avec lui, les responsabilités, les attentes et le blâme. Vous pensez être important? Réfléchissez encore. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous. Disons que vous êtes un paysan. Votre vie est régie par le chef du village qui répond au samouraï local, qui répond au daimyo, qui répond au shogun, qui murmure peut-être à l'empereur qui ne gouverne pas tant qu'il ne hante la capitale dans des robes coûteuses. Même les samouraïs, ces exécuteurs féroces de la justice, porteurs de sabres, ne sont pas au sommet. Ils passent leur vie à servir un seigneur, à attendre des ordres et parfois à se battre dans des batailles qu'ils n'ont pas commencées, pour des terres qu'ils ne possèdent pas, pour une gloire qu'ils ne recevront jamais personnellement. En théorie, ils sont honorés. En réalité, ce sont des cadres intermédiaires très bien habillés avec un katana. Les daimyo, ces seigneurs puissants qui contrôlent les provinces et les armées, peuvent sembler intouchables, jusqu'à ce que le shogun décide qu'ils deviennent trop audacieux. Puis, soudain, leurs châteaux sont inspectés, leurs lettres interceptées et leurs têtes très doucement retirées de leurs ambitions politiques. Même le shogun, le dictateur militaire, l'homme le plus puissant du Japon, doit garder un œil sur la cour, les clans, l'économie et au moins 4 cousins essayant d'empoisonner son thé. Il règne, oui, mais il ne dort pas bien. Pendant ce temps, l'empereur surpasse techniquement tout le monde, mais n'a aucun pouvoir réel.
C'est comme une relique sacrée qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on ne peut pas non plus ignorer. Il bénit les rituels, nomme les airs et écrit occasionnellement de la poésie. Il est aussi probablement fauché. Cette hiérarchie n'est pas flexible. Vous ne la gravissez pas. Vous êtes placé et vous restez en place comme un bonsaï trop obéissant. L'ambition n'est pas admirée, elle est crainte. Plus vous montez, plus vous vous rapprochez d'un sabre dans le dos. Le respect est exigé vers le haut et l'autorité est imposée vers le bas. Les ordres sont obéis, pas discutés. Les désaccords sont dangereux. Et tout indice que vous pensez être au-dessus de votre station, ce n'est pas de l'ambition. C'est un vœu de mort en tenue formelle. Alors, où que vous soyez, paysan, marchand, samouraï ou seigneur, quelqu'un au-dessus de vous contrôle votre destin. Et quelqu'un en dessous de vous espère que vous trébuchez. L'éducation, le privilège du savoir. Dans le Japon féodal, ce que vous apprenez, et si vous apprenez quoi que ce soit, dépend entièrement de l'endroit où vous vous situez sur l'échelle sociale. Alerte spoiler. Si vous êtes près du bas, l'échelle est pratiquement invisible et occasionnellement en feu. Commençons par le haut. Les enfants samouraïs sont les chanceux. Dès leur plus jeune âge, ils sont formés à la lecture, l'écriture, le maniement du sabre, l'étiquette, la poésie, le tir à l'arc, l'équitation et l'art ancien de paraître peu impressionné en tout temps. Un garçon samouraï apprend à composer un poème de mort à 14 ans. Vous veniez juste de comprendre l'écriture cursive. Leur éducation est rigoureuse, mais avec un but clair, servir, protéger et ne pas embarrasser le clan. Ils étudient les classiques chinois, les principes du Bushido et comment s'incliner avec tant de précision que les dieux prennent des notes. Ensuite, il y a les familles de marchands et d'artisans. Ils reçoivent une certaine éducation, généralement des mathématiques, de la tenue de registre, peut-être un peu de lecture, mais seulement ce qui est nécessaire pour les affaires. Vous ne lisez pas Confucius, vous apprenez à calculer le coût des navets marinés en vrac. Pratique? Oui. Glorieux? Pas vraiment. Les enfants paysans, l'éducation ressemble à ceci. Voici une houe, voici du riz. Maintenant, commencez à travailler avant que le soleil ne nous batte. Vos parents vous apprennent à cultiver, à survivre et à ne pas mourir poliment devant le collecteur d'impôts. L'alphabétisation est rare. La scolarité est un luxe. Le seul parchemin que vous lirez est celui cloué à un arbre, expliquant pourquoi vos impôts viennent encore d'augmenter. Et les filles, à moins que vous ne veniez d'une famille de haut rang, vous n'obtenez pas beaucoup d'éducation formelle du tout. Vous êtes formés aux compétences domestiques, couture, étiquette, cérémonie du thé et comment maintenir le silence tout en maintenant un ménage. Si vous avez vraiment de la chance, vous pourriez apprendre la calligraphie ou la poésie tant que cela ne vous distrait pas de plier le linge avec une précision spirituelle. L'éducation dans le Japon féodal ne concerne pas la croissance personnelle. Il s'agit de remplir votre rôle sans poser de questions. L'idée d'apprendre pour le plaisir ferait évanouir la plupart des anciens dans leur coupe de saké. Alors oui, la connaissance et le pouvoir, c'est exactement pourquoi ils l'ont gardé si étroitement contrôlé. La culture, un champ de bataille esthétique. Le Japon féodal est une terre d'esthétique à couper le souffle. Tout, de la courbe d'un éventail à l'emplacement d'une tasse à thé, semble conçu pour apaiser l'âme et impressionner vos ancêtres. Mais voici le piège. Vous pouvez et serez jugé pour l'avoir mal fait. La culture dans le Japon féodal n'est pas seulement de l'art, c'est une performance avec des conséquences. La façon dont vous arrangez les fleurs, versez le thé ou pliez un kimono ne relève pas du caprice. Elle suit des codes stricts qui existent depuis plus longtemps que toute votre lignée. Une fleur mal placée et soudain vous êtes le sujet de conversation du village. Et pas d'une manière amusante et flirteuse,
Prenez la cérémonie du thé, par exemple. Cela ressemble à un rituel calme et paisible. En réalité, c'est un chant de mine social. Tout est chronométré. Chaque mouvement est chorégraphié. L'invité doit s'asseoir juste ainsi, tourner la tasse 2 fois, exprimer une gratitude humble et boire en silence, tout en calculant mentalement s'il s'est incliné trop tôt, trop tard ou avec trop d'enthousiasme. Faites une erreur. Au mieux, c'est gênant. Au pire, c'est considéré comme un défaut de caractère ou un échec moral transmis par votre grand-oncle disgracieux. Ensuite, il y a la calligraphie. Une belle forme d'expression, n'est-ce pas? Faux. C'est un test de discipline, de personnalité et de l'alignement de votre esprit intérieur. Ce coup de pinceau n'est pas seulement de l'encre. C'est un reflet de la posture de votre âme. Une écriture désordonnée. Vous pourriez aussi bien porter un panneau qui dit « émotionnellement instable et mauvais pour s'incliner ». Même la poésie est dangereuse. Vous n'écrivez pas simplement un haïku. Vous l'écrivez dans la saison appropriée, sur le bon type de papier, en utilisant une métaphore qui fait référence à la fois à la nature et à votre paysage émotionnel, sans devenir trop personnel. Trop passionné. Vous manquez de raffinement. Trop sec. Vous êtes spirituellement froid. Trop intelligent. Vous vous montrez et maintenant personne ne vous invite à la fête d'observation de la Lune. La culture ici est un jeu délicat. Vous participez non pas pour vous détendre, mais pour prouver que vous êtes posé, raffiné et profondément, mortellement effrayé de paraître inculte. La beauté dans le Japon féodal n'est pas sans effort. C'est un champ de bataille en robe de soie. Et si votre arrangement d'ikebana ne suit pas les règles, eh bien que les dieux aient pitié de votre bonsaï. Conclusion. Pourquoi vous ne survivriez pas? Après tout ce que nous avons vu, la hiérarchie, l'hygiène, l'honneur, le riz sans fin, soyons honnêtes, vous ne dureriez pas une journée dans le Japon féodal. Pas parce que vous êtes faible, pas parce que vous êtes mou, mais parce que ce n'était pas une société conçue pour la survie. C'était une société conçue pour la soumission, la précision et l'obéissance silencieuse et implacable. Chaque instant était un test de posture, de loyauté, de savoir si vous vous incliniez à la profondeur précisément correcte, tout en récitant un salut saisonnier dans le bon ton émotionnel. Si vous échouiez, il y avait des conséquences. La honte publique au mieux, la mort rituelle au pire. Il n'y avait pas de jour de congé, pas de « soyez juste vous-même ». Vous étiez né dans un rôle, on vous remettait un scénario et on s'attendait à ce que vous le jouiez avec une élégance mortelle pour le reste de votre vie. Dévier n'était pas considéré comme courageux, c'était considéré comme dangereux. L'individu n'importait pas. Le clan importait. Le seigneur importait. La terre importait. Si vous étiez samouraï, vous portiez le poids de siècles d'honneur et la menace très réelle de devoir réciter de la poésie avant de vous ouvrir l'abdomen. Si vous étiez paysan, vous travailliez la terre de l'aube jusqu'à ce que votre colonne vertébrale devienne un point d'interrogation, en espérant que la météo ne vous trahisse pas, ou que votre seigneur ne le fasse pas. Si vous étiez une femme, votre vie était un exercice soigneusement géré de grâce, de silence et de sacrifice. Et si vous étiez quelqu'un d'autre, eh bien le système était conçu pour vous maintenir exactement là où vous étiez. Le Japon féodal était beau, oui, à couper le souffle. L'architecture, les rituels, la poésie, l'art, tout méticuleusement organisé. Mais cette beauté venait avec des arêtes vives. Elle exigeait une discipline si serrée qu'elle pouvait briser les os. Elle exigeait un respect si absolu qu'il avalait l'individualité entière. Alors non, vous ne dureriez pas. Vous parleriez hors de votre tour. Ou vous ririez trop fort. Ou vous franchiriez accidentellement un seuil avec votre pied gauche au lieu de votre pied droit. Vous oublieriez de vous incliner. Vous poseriez une question.
vous voudriez changer quelque chose. Et cela seul vous marquerait comme une menace pour l'ordre. Mais c'est le génie, la tragédie du Japon féodal. Ce n'était pas fait pour être facile, c'était fait pour durer. Voilà ce qui se cachait derrière les cerisiers en fleurs et les sabres étincelants. Une prison sociale où chaque souffle était compté, chaque geste jugé. Si ces vérités enfouies vous fascinent, rejoignez Historicus pour explorer d'autres chapitres que l'histoire a tenté d'embellir. Parce que la beauté ne devrait jamais masquer la souffrance.